Qui n'a pas eu envie de partir à l'aventure ? Notre invité de ce jour, Émile Augsbourger, est non seulement un passionné de sport, mais aussi de nature. À la fin de ses études, il a voulu réaliser un rêve, traverser les Alpes à pied, du lac Léman à Nice, via les plus hauts cols des Alpes en solitaire et en autonomie. Au-delà du défi sportif que cela représente, il y a un défi humain et spirituel. Seul, face à la montagne, le froid, les animaux et la beauté des paysages, comment ne pas s'interroger sur nos vies ? Je vous propose de plonger avec lui dans ce parcours inspirant dans lequel nous allons découvrir que l'inconfort participe au bonheur. Cheminons ensemble sur les sentiers de la vie, sur ce chemin inspirant. Bonjour Émile. Salut Philippe. Heureux de t'avoir avec nous dans cette émission de Histoire inspirante pendant ce mois particulier du mois de l'engagement pour les jeunes. Un mois particulier parce qu'on laisse la parole à des jeunes. Et toi, tu es encore dans cette catégorie-là de jeunes ? Presque. Alors Émile, tu viens de terminer tes études. Tu as un moment de basculement de ta vie. On va y revenir dans un instant. Mais tout d'abord, je t'ai connu il y a très longtemps. Tu as commencé à courir, tu étais tout jeune. Et je me rappelle déjà à l'époque, tu courais tout le temps. Beaucoup. Tu avais 6 ans, je crois, quand tu as commencé à courir régulièrement. C'est ça. C'est ça. Et à partir de 6 ans, tu as été inscrit dans un club d'athlétisme. C'est exactement ça. C'est pas un peu jeune ? Non, c'est pas particulièrement jeune. Surtout aujourd'hui, on peut commencer encore plus jeune. Donc à l'époque, ça pouvait paraître jeune, mais maintenant c'est tout à fait commun. Tu es toujours dans ce club d'athlétisme aujourd'hui ? Toujours, je suis quelqu'un de très fidèle. Tu cours beaucoup, mais alors, c'est quoi ton activité sportive préférée dans ce club ? Moi, je fais surtout du trail et puis de la course sur route et un petit peu de piste. Mais je suis que dans la course, quoi. Je suis pas dans l'athlétisme au sens large avec tout ce qui est saut et lancer. D'accord. Alors dans ce club, je sais que tu as des fonctions particulières aujourd'hui. Si j'ai bien compris, tu es un lièvre, c'est ça ? C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un lièvre ? Donc un lièvre, en fait, c'est quelqu'un qu'on va poursuivre et puis qui permet de donner le rythme à des personnes qui vont le suivre de très près. Et j'ai la chance de liévrer des personnes féminines. De liévrer, c'est ça ? Oui, liévrer, c'est comme ça, c'est le le terme qu'on terme ? dit. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc j'ai la chance de liévrer des personnes qui ont un beau palmarès avec des titres de champion de France, que ce soit en course en montagne, en équidène, c'est-à-dire en marathon par équipe, ou en ski alpinisme, avec même des médailles olympiques. En préparant cette émission, Émile, je t'ai demandé quelles étaient tes valeurs pour toi. Est-ce que tu pourrais nous les partager ? 3 valeurs. Ouais. Alors ma plus grande valeur, je pense que c'est l'amour. L'amour avec un grand A, universel pour son prochain, parce que c'est un peu la réponse à toutes les questions. Ensuite, je dirais la notion de sacrifice et l'esprit d'abnégation un peu au sens large, et la discipline. Alors 3 valeurs intéressantes qui t'ont projeté il y a quelques années de cela à t'engager, mais pas simplement à faire du sport. Là, tu es sorti un peu du cadre du sport uniquement C'est pour ça. t'engager ailleurs, autrement. C'est ça, chez les chasseurs alpins, donc dans les troupes de montagne. Donc moi, c'était vraiment avec un esprit, on va dire, pour faire de la défense pour le pays, de faire du contre-terrorisme. Malheureusement, j'y suis pas resté autant que ce que j'aurais voulu, mais c'était une expérience intéressante. Tu as fait combien d'années au chasseur alpin ? Alors j'avais un contrat de 2 ans, mais ça a été écourté avec toutes ces histoires de maladies dont on ne prononcera pas le nom. Ça a été compliqué cette période-là. Ouais. En tout cas, tu as fait tes classes, tu as pu faire tes formations, et puis tu as allié surtout cette volonté de t'engager avec tes valeurs, et puis ta passion pour la montagne, ta passion pour le sport aussi. C'est ça. Alors, comment t'en es arrivé là finalement, de t'engager à ce point-là, dans quelque chose d'assez particulier, parce que tu avais quel âge ? 18 ans tout juste ? Non, j'avais 20 ans. Ah, 20 ans, ok. Comment t'en es arrivé là en fait ? J'ai toujours eu cette admiration un peu pour les grands hommes, ce qu'on peut appeler les héros de la nation. Moi, je suis un très très grand admirateur de Jean Moulin. Pour moi, je crois que c'est dans la Bible, il y a un des versets qui dit il n'y a pas de plus grand amour que de mourir pour ses amis. Je ne suis pas sûr des termes exacts, mais moi, c'est une notion qui me parle extrêmement fort. Et j'ai toujours été prêt à
à donner ma vie pour sauver celle de mon prochain. Je pense que ça peut faire peut-être un peu pompeux, dit comme ça, mais moi, c'est une notion qui me parle beaucoup, en tout cas. Et puis, ouais, l'armée, ça m'a toujours attiré. Bon, forcément, ce qu'il y a dans les films, ce n'est pas nécessairement la réalité sur le terrain. Ça, on le sait bien. Mais voilà, c'est une expérience que je voulais faire et puis que j'ai pu faire. Alors, il y a eu cette période à l'armée où tu étais pas un engagé, hein, tu étais à un statut particulier. En réserve. En réserve, voilà, c'est ça, militaire de réserve. Et puis, voilà, cet engagement sportif aussi, qui est le tien. Alors, un engagement, j'aime bien dans ton parcours tel que tu me l'as présenté, il y a le sport, ça c'est une chose, mais il y a aussi il y a le côté nature. Alors, tu viens de terminer tes études, on a évoqué au début, donc c'est un métier particulier. C'est ça. Allez, tu lances le nom, tu Alors, nous l'expliques. je suis ingénieur écologue. Donc, écologue pour l'écologie au sens scientifique du terme, c'est-à-dire l'étude des interactions du vivant, des écosystèmes, et pas au sens militant du terme. Tu nous as tous perdus. Vas-y, explique-nous concrètement, donc, c'est quoi un écologue? Il fait quoi? Un écologue, il étudie les relations du vivant, donc comment la faune et la flore vont interagir entre elles, ainsi qu'avec des éléments abiotiques, c'est-à-dire des éléments non vivants, donc tout ce qui est chimie. Et donc moi je vais étudier ça, et puis c'est moi qui peux être le gestionnaire d'un espace naturel ou d'une réserve. Alors tu as postulé il n'y a pas longtemps pour un métier, pour un job d'écologue. C'est ça. On espère que ça va coller, en tout cas au moment où on enregistre cette émission, J'aimerais bien. tu attends la réponse. Mais par exemple, c'est quoi un métier de l'écologue vraiment très concret, parce que est-ce que tu regardes les insectes avec ta loupe toute la journée? Ça peut en faire partie. Alors moi je suis pas trop insecte, je suis plus bestiole avec des mamelles et des poils, si possible. Moi j'aime bien quand c'est gros et que ça fait du bruit. Oui, ça peut en faire partie. Tout ce qui est inventaire, suivi d'individus, par exemple tout ce qui est grand prédateur comme le loup. Ça peut être de faire des inventaires botaniques, c'est-à-dire d'aller regarder au sol quel type de plantes on a. Et puis en fait, à partir de ces plantes, on peut faire un diagnostic, de savoir quelles sont les pressions exercées au sol, quelles sont les pollutions, quels sont les types d'animaux qu'on est censé retrouver, et puis qu'on va plus ou moins retrouver. Du coup, ça peut permettre de déceler s'il y a un problème ou non. Bref, en fait, la nature, l'écosystème dans son ensemble nous permet de faire différents diagnostics, en fait, et c'est très intéressant, très complexe. On ne sait pas tout. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Ouais. Mais ouais, c'est très intéressant. Alors, tu termines tes études. Alors, dans l'ordre, hein, c'est ton engagement s'arrête à l'armée. Tu viens de terminer tes études. Et puis, là, on est au tout début de l'été dernier. Se pose la question tu es en pleine transition. C'est ça. Et là, tu te dis, tiens, pourquoi pas aller marcher, comme tu en as l'habitude très régulièrement en montagne. Et tu choisis un itinéraire à la fois connu, mais à la fois très méconnu, parce que peu le pratiquent, au sens de peu arrivent à le pratiquer. C'est ça. Si tu choisis... Bon, la petite rectification, pardon, c'est que c'était à la fin de l'été, même début automne. Parce qu'en fait, j'ai pas eu de vacances d'été puisque je faisais mon travail de fin d'études. Youpi. Oui, voilà. Donc, je choisis de faire ce parcours qui s'appelle la Grande Traversée des Alpes, en traçant mon propre itinéraire et pas nécessairement en passant toujours par le GR5, même si je l'ai emprunté quand même de nombreuses fois. Alors, il faut dire quand même qu'avant d'entamer ce grand chemin, il y avait quand même de la fatigue. Fatigue peut-être nerveuse de la fin d'études, d'abord, premièrement, avec beaucoup d'heures travaillées. C'est ça. Et puis, ce moment de basculement, comme il peut arriver dans nos vies parfois, entre le moment aussi, il y a une rupture amoureuse, qui est aussi un moment difficile pour toi à ce moment-là. Rupture amoureuse, fin d'un contrat, fin d'études. Et tu te dis, tiens, je pars à l'aventure. Alors l'aventure, tu connais, mais pas une aussi grande aventure, en tout cas pas aussi longtemps. Dis-nous un peu cette traversée des Alpes, ça représente quoi exactement en termes de défis sportifs, en quelques chiffres? Alors, pour donner quelques chiffres, parce qu'on aime toujours les chiffres, moi j'ai fait 27 jours, ce qui correspond à 23 étapes, parce que j'ai quand même pensé à me reposer de temps en temps. 23 étapes, 600 km, 40 000 mètres de dénivelé positif et négatif, donc ce qui faisait en moyenne par jour environ 27 km et 2000 mètres de dénivelé avec un sac de 18 kg. Et tout ça en autonomie avec une tente et la nourriture. Donc, je vous laisse réfléchir, mes auditeurs, à ce que ça représente en termes de dénivelé, en termes d'intensité de tout cela. D'ailleurs, on va vous montrer quelques petites photos, vous en voyez déjà quelques-unes de ce parcours, de ces magnifiques paysages. Mais si on t'a invité dans cette émission, alors c'est pas simplement pour parler du défi sportif, même si tu aimes énormément le sport, la nature,
les gens. Il y avait peut-être aussi pour toi un défi humain au travers ce défi-là. Tout à fait. Qu'est-ce que humainement déjà t'as découvert? Allez, dis-nous. Humainement, Ouais. je me suis surtout découvert moi, même si ça fait très bateau de le dire, mais c'est vrai que pour moi, le défi, il était avant tout mental, plus que physique, même si c'était crevant par moment. Mais pour moi, c'était vraiment de se retrouver seul. C'est vraiment ça qui me faisait le plus peur. Et de réussir à s'éloigner de toutes les distractions de notre quotidien auxquelles on est habitué. Et puis dès qu'on a une difficulté à laquelle on est censé faire face, on se réfugie dans ces échappatoires. Là, il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien. Alors, Il n'y a rien que peut-être toi. qu'on doit le préciser aussi, cet itinéraire, tu l'as fait quasiment tout seul. Il y avait pas grand monde, il y avait quelques personnes qui t'ont rejoint sur cette étape-là. En tout et pour tout, tu as rencontré 3 personnes, si je me rappelle J'ai bien. rencontré 3 personnes qui faisaient la grande traversée. Ouais. Et puis, il y a quand même des expériences. Il y a la rencontre de toi-même, en tout cas, découverte de certaines choses pour toi, sur toi. Et puis, il y a des moments forts. En tout cas, il y en a déjà un premier où à un moment donné, t'en peux plus. Ça fait quelques jours que tu marches, mais l'arrivée est très très loin. C'est ça. Donc je suis sur une journée où je suis littéralement en train de cuire parce qu'on a eu un été indien assez impressionnant. Même si on est en automne, vraiment je cuis, je suis torse nu, je n'ai plus d'eau, je suis asséché physiquement comme mentalement. Et à ce moment-là, il me reste encore 5-6 km à faire. Le soleil commence à décliner, je ne suis pas encore rendu. Et de nulle part sortent un berger australien et un border collie, donc c'est des chiens de berger typiques des vallées, et qui vont me guider en fait et me suivre, m'attendre pendant les derniers kilomètres jusqu'à ce que j'arrive presque à bon port. Et je verrai jamais le propriétaire de ces chiens. C'est vraiment des chiens qui sont apparus, qui sont venus pour moi au moment où j'en avais le plus besoin. Ouh là là. Au moment où j'en avais le plus besoin, pardon. Et donc, moi, je pense qu'il faut voir les signes, aussi insignifiants soient-ils. Faut les voir partout. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des météores qui tombent du ciel pour voir. Tu as vu quoi en ces chiens? Bah, j'ai vu des anges gardiens, clairement des guides. Donc ouais, je l'ai vraiment vu comme ça, quoi. Puis ils m'ont vraiment soulagé énormément. Ça paraît bête, mais pourtant c'était bien le cas. Et ouais, ils sont apparus de nulle part, ils sont repartis de nulle part. Ouais, ça rappelle un épisode biblique, en effet, de gens qui apparaissent, qui font un petit bout de chemin avec nous. Là, ce ne sont pas des personnes, ce sont des animaux, mais des animaux qui, peut-être dans le silence aussi, justement, nous guident. Et puis, il y a une deuxième expérience que tu fais quelques jours plus tard. Quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard plutôt, c'est plus, on est plus dans le sud, là, il fait... on est plus près de la côte. C'est dans le début du parc du Mercantour où en fait je me suis trompé parce qu'il y avait un sentier qui avait complètement disparu à cause d'un éboulement. Donc tu as énormément de cailloux, tu vois. Donc, le sentier n'existe plus. Je me perds. Je me retrouve en Italie. Heureusement, j'avais mes papiers. Je me retrouve en Italie, un coin complètement paumé, et je fais un détour de 6 heures. Et en plus, c'était une grosse étape ce jour-là. J'avais 31 km à faire, je crois. Donc ça me l'a encore rallongé. Ce qui fait que je suis complètement épuisé physiquement au sens propre. Et je vais prendre un petit peu la route parce que je descends dans un village et je vais, au lieu de prendre le sentier, je vais prendre la route en me disant je vais essayer de faire un peu de stop pour faire les 4 km qui restent parce que je vais pas y arriver, je vais mourir avant d'arriver à destination. Et alors je prie et je demande à ce qu'on m'envoie une personne. Donc je demande une personne et j'en reçois 2. Donc je reçois 2 personnes. Comment ? Eh bien, il y a quelqu'un qui va arriver avec un fourgon qui va s'arrêter de lui-même avant même que j'ai levé le bras, alors que tous les autres, ils s'arrêtaient pas, quoi. Et je les ai maudits d'ailleurs. C'était un moment très noir dans ma tête. Là, j'avais pas les pensées les plus chrétiennes du monde. Tu sais, quand les gens ils accélèrent, voilà. On n'a pas vu, on continue. On n'a pas vu, voilà. Mais heureusement, personne n'était là. Bon, il faut dire quand même qu'aussi c'est une région où il n'y avait pas énormément de circulation. Non, c'est pas une période aussi entre 2 saisons. On a fini l'été, on n'a pas commencé l'hiver, où beaucoup de commerces sont fermés. C'est très sauvage. Ouais, oui, évidemment, j'ai oublié. On n'est pas sur l'autoroute A7, exactement, en plein été. J'ai oublié de préciser que c'est vraiment, je me retrouve dans un village paumé, puis la boulangerie est fermée pour l'intersaison, et moi j'ai faim. Je comptais sur cette boulangerie pour me sustenter, et donc je suis crevé, je suis frustré, j'en ai marre, et je prie
Je lui demande, Seigneur, s'il te plaît, envoie-moi une personne. Et alors là, il y a donc ce van qui arrive au bout de 2 kilomètres marchés avec des pensées noires dans ma tête. Et il y a ce van qui arrive avec une personne qui conduit et puis une autre personne en passager qui également fait la grande traversée des Alpes, comme moi. Sachant que j'en ai vu 3 sur 600 km, hein, donc c'est quand même... statistiquement, on est pas mal. Et cette personne-là va faire un petit bout de chemin avec moi jusqu'à la fin de journée. On va camper ensemble. Il va même m'offrir à manger alors que j'étais complètement à sec. Et ça, je peux être que reconnaissant parce que t'as des échanges et des rapprochements humains qui sont très facilités, très rapides et très intenses aussi. Alors c'est curieux parce que tu disais que tu es à ce moment de transition dans ta vie, besoin de se retrouver seul, besoin de solitude. Et finalement, les moments particuliers, c'est le moment où tu rencontres quelqu'un. Oui, animaux ou humains, mais c'est finalement les moments de rencontre, quelque part. Oui, c'est des moments de rencontre, tout à fait. Bah, on fait cette traversée pour être tout seul, et puis ce qu'on va raconter, c'est les moments où on n'a pas été tout seul. C'est quand même assez paradoxal, c'est clair. Mais oui, les moments avec des rencontres, ça a été très fort, très intéressant. C'est des gens à qui j'ai le numéro aujourd'hui. Bon, c'était des hommes et des vieux, hein, qu'on précise. Mais enfin, des vieux, jeunes dans leur tête. Voilà, des plus âgés que toi. En tout cas, vous n'étiez pas à la même étape de votre vie. Plus sages. Eux, ils étaient dans la dernière transition, ils venaient d'arrêter le boulot. Hein, c'est ça, exactement. Okay. Plutôt dans ces ordres-là. Mais il y a aussi des moments très forts où tu es tout seul. Ouais. Moi, tous les matins quasiment, j'écoutais le dernier album de notre cher ami Gaël. Et puis, c'était aussi des moments très forts. Tu sais, quand tu écoutes un album, qu'il y a le lever du soleil qui apparaît comme ça, tu as l'impression d'être dans un clip. Bah, des fois, tu lâches la petite larme. Hein, on va être honnête. Donc, il y a aussi des moments très forts quand on est seul. Après, c'est là à se demander, est-ce qu'on est vraiment seul ? Voilà. Alors, avec le parcours que tu as fait et le regard sur ce parcours que tu portes, entre ton état d'esprit au début, à l'arrivée, comment ça t'a nourri ? Qu'est-ce que ça a nourri peut-être même en toi ? Bah, c'est clair que moi, je suis quelqu'un qui a une personnalité assez atypique et je suis hyperactif et j'ai beaucoup de mal à être seul. Enfin, en tout cas, j'avais beaucoup de mal à être seul. D'ailleurs, c'était, je me répète, hein, mais c'était vraiment le défi pour moi, la solitude. Et en fait, aujourd'hui, je crains plus vraiment la solitude parce que je l'ai tellement vécu, je l'ai tellement expérimenté que je suis beaucoup plus à l'aise avec moi-même, on va dire. Voilà. Donc ça m'a fait, c'est un parcours qui m'a fait grandir de beaucoup de facettes. Alors dis-nous en plus, de quelle manière tu dis beaucoup de facettes ? Beaucoup de facettes, que ce soit des facettes purement sportives ou techniques. Maintenant je fais un bivouac dans la neige presque comme si j'étais dans ma chambre. Tu vois, il y a plus ce genre de problème. J'ai fréquenté des cerfs qui étaient en plein brame, qui couraient autour de ma tente. Maintenant, je veux dire, j'ai plus peur de grand-chose. Parce que quand tu as un individu de 500 kilos en rut qui court autour de ta tente, en toile de tente de 950 grammes, dont je ne citerai pas la marque, tu fais pas le malin. Ouais. Et puis, en fait, tu apprends à faire confiance, finalement. Ouais. Tu apprends à être stoïcien. Et tu apprends à être confiance, à lâcher prise. Lâcher prise, ce qui doit arriver arrive, et puis tant pis, quoi. Et puis tu me disais non, puis tant pis, c'est presque, c'est mal formulé. Ouais, c'est ça. C'est mal formulé, mais disons plutôt c'est du lâcher prise. Voilà, c'est du lâcher prise. Il n'y a pas besoin de parler plus. J'ai l'impression que tu as appris quand même quelque chose. Tu disais alors à la fois ton parcours d'ingénieur, tu as fait des études à Genève dans un milieu, on va dire, un peu protégé quand même. Hein. Je veux dire, c'est c'est un peu particulier. Ouais. Là, tu te retrouves en pleine nature. La nature, c'est pas un problème, on l'a évoqué. Le sport non plus, tu connais les deux. Mais pas cette solitude-là, pas dans le cadre de décrochage complet. Et puis, il y a cette découverte peut-être de simplicité, non ? Tu m'as utilisé un mot minimaliste. Minimalisme, ouais. Moi, minimalisme, alors c'est pas au sens où on va se balader en slip et puis survivre en mangeant des mousses, c'est plutôt au sens, on va dire, où on est le plus proche de l'état de nature. Après, qu'est-ce que l'état de nature, sachant que l'homme modifie le climat, etc. L'impact de l'homme, si ce n'est de l'humain plutôt, on va dire ce terme, est partout. Mais on va dire c'est l'absence d'infrastructure, l'absence d'éléments aidants
d'éléments anthropiques qui aident à ce que ce soit à la progression ou alors à tous les éléments de la vie quotidienne, que ce soit l'hygiène ou la nourriture ou le sommeil. Alors, on entend beaucoup de gens qui, à un moment donné, partent avec leur sac à dos, vont à Saint-Jacques-de-Compostelle, marchent seuls, etc. Est-ce que dans ta marche, il y a quelque chose de l'ordre de cette quête spirituelle, pas forcément religieuse, hein, mais quête de quelque chose, quête d'un sens? Ouais, un besoin de reconnexion. Un besoin de reconnexion. Moi, comme je dis souvent, je suis plus proche de Dieu en haut des sommets que dans une assemblée à l'église, ce qui veut pas dire que j'ai quoi que ce soit contre l'église, hein. Mais ouais, moi je me sens plus dans mon élément là-haut, on va dire. Et j'avais besoin de reconnexion parce que vraiment, dans ma tête, j'étais crevé, hein. Même physiquement, hein, tu sais, d'un point de vue purement biologique, pour la fin des études, quand tu restes jusqu'à 3h du matin à la fac, puis qu'à 7h30, tu es de nouveau là, ça peut pas aller, hein. Tu tiens pas très longtemps. Et j'avais ce besoin et ouais, ça m'a fait le plus grand bien, quoi. Le plus grand bien. Je pense que la marche, c'est un peu un remède universel, hein. La plupart des gens qui font la rédemption, tu vois, c'est des gens qui vont traîner. Tu vois, dans le film Mission, par exemple, il cherche la rédemption, le protagoniste principal, en traînant son armure. Tu vois, c'est de la marche. Il y a ce besoin d'effort, il y a ce besoin de prouver, entre guillemets, qu'on en veut, quoi. Et pareil, tous les pèlerins, tu vois, c'est toujours de la marche. Même les croisés qui allaient à Jérusalem. Alors oui, aujourd'hui, avec notre regard, c'est un peu... c'est pas les missions auxquelles on pourrait prétendre en tant que chrétien, mais pour leur époque, en tout cas, quand on recontextualise, il y avait déjà tout ce périple jusqu'à Jérusalem, en Terre Sainte, qui faisait partie de la vie de chrétien à 300%, quoi. Est-ce que tu peux dire que justement ce parcours que tu as eu, cette quête d'une certaine manière donc spirituelle, aujourd'hui tu es différent de ce Émile au départ? On voit la photo de Émile au départ au bord du lac Léman, on voit le Émile à l'arrivée au bord de la mer. Est-ce qu'il est différent, le Émile du départ, enfin de l'arrivée, par rapport à celui du départ? Alors, je pense pas qu'il y ait une fracture nette. Je pense pas que la vie soit faite de chapitres avec un grand titre et puis un point final. Je pense qu'on est dans une continuité logique. On part du glacier, puis on va jusqu'à la mer, et puis tout du long, c'est un ruisseau. Mais définir qu'est-ce qu'un ruisseau, qu'est-ce qu'une rivière, qu'est-ce qu'un fleuve, c'est compliqué. Alors, où est-ce que j'en suis, ça, je ne saurais pas te dire. Mais en tout cas, oui, il y a une progression, une évolution naturelle, ça c'est clair. Et, mais il y a ce genre d'expérience, ça te permet de faire des bonds assez conséquents et des bottes de 7 lieues, hein, pour avancer dans la vie et pour acquérir en maturité, si c'est correct en français. Je suis pas certain. Si. Merci beaucoup, Émile, pour cette petite tranche de vie que tu nous as partagée, ce petit parcours qui est un grand parcours. Combien tu disais? 600 km, ok. 600 km. Mais comme j'aime bien, je retiens ça de dire que c'est une étape dans ce parcours. Je sais que tu nous as proposé un titre pour cette émission. Tu peux nous dire pourquoi ce titre? Alors, dis-nous le titre d'ailleurs, pourquoi tu l'as choisi, hein? Vous pouvez le lire sur la vidéo. Alors, moi, je pense que l'inconfort participe au bonheur. Parce que le bonheur, moi, je le définis comme la rupture d'une situation d'inconfort. C'est-à-dire le feu de camp après une grosse pluie, la douche après l'effort, ou le repas après l'effort. Voilà. La règle des 3 F, faim, froid, fatigue. Voilà, il faut expérimenter ça pour être heureux dans sa vie, de mon point de vue de bourrin. Merci beaucoup. Et puis, tu sais, notre tradition ici, c'est de demander à nos invités de nous partager un texte qui pour eux est ou a été important. Et toi, tu as choisi un texte dans l'Épître aux Corinthiens. C'est bien ça? C'est ça. Eh ben, je te propose de nous le lire, tout simplement, ce texte. Et puis, après, nous irons l'écrire, le graver sur les murs, ici à la Fédération, pour qu'il reste en trace de cette étape de ton parcours. Alors moi, j'ai choisi 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant, 3 choses sont toujours là. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. Et ça tombe bien, et ça termine bien cette émission, puisque je rappelle que c'était une de tes valeurs fortes que tu nous as présentées au début de cette émission. Merci Émile. Et c'est parti, on va écrire sur le mur cette valeur forte et ce beau message d'un Corinthiens 13. Allez, on y va.
ridicule.